Et pourtant, dans ces cellules entra un homme à l'esprit de stratège et aux instincts de voleur, Frank Morris. Déjà évadé d'une prison, il trouva sur le rocher ses complices idéaux, John et Clarence Anglin. Ensemble, ils burinèrent le béton, cousirent un radeau d'imperméable volé et osèrent affronter la question. Le génie pouvait-il vaincre la baie? Le FBI affirma qu'ils s'étaient noyés, leurs familles jurèrent qu'ils avaient survécu. Et plus de 50 ans après, des preuves suggèrent que l'impensable pourrait être vrai. La réputation du rocher. Alcatraz n'était pas qu'un simple pénitencier. C'était un symbole de terreur et d'inaccessibilité. Ce bloc de granit, dressé au milieu de la baie de San Francisco, avait d'abord été aperçu par les Espagnols au XVIIIe siècle, qui l'appelèrent Isla de los Alcatraz, l'île des Pélicans. Au XIXe siècle, l'armée américaine comprit immédiatement le potentiel stratégique de cet îlot rocheux. Impossible à contourner, battu par les vents, noyé dans le brouillard, et surtout entouré d'eau glacée. On y érigea un fort, puis une prison militaire pour accueillir les mutins et les soldats indisciplinés. Enfin, en 1934, à l'époque de la prohibition et de l'essor du crime organisé, l'endroit fut transformé en prison fédérale de haute sécurité, le dernier recours pour les détenus jugés ingérables ailleurs. Elle devint rapidement la prison la plus redoutée d'Amérique. On y envoya les criminels les plus célèbres et les plus durs, Al Capone, roi de la pègre de Chicago, Machine Gun Kelly, spécialiste des braquages, Alvin Carpi, ennemi public numéro 1, ou encore Robert Stroud, le tristement célèbre Birdman of Alcatraz. Mais contrairement à l'image romantique forgée par les films, la vie à Alcatraz n'avait rien de glorieux. Les cellules, minuscules et froides, ne mesuraient que 1,5 m sur 2,7, à peine de quoi contenir un lit de fer, une petite table et un lavabo. Les prisonniers y passaient la majorité de leur journée, dans un silence imposé par un règlement strict. La discipline était impitoyable. Les détenus n'avaient droit qu'à 4 choses essentielles: la nourriture, les vêtements, un abri et des soins médicaux. Tout le reste, correspondance, lecture, travail, musique, même la possibilité de parler devait se mériter. Les gardiens, positionnés dans des miradors et sur des passerelles équipées de fusils, avaient constamment l'avantage. La moindre tentative de désobéissance pouvait valoir l'isolement dans le bloc D, surnommé le trou. Ces cellules obscures, glaciales et insonorisées plongeaient l'esprit dans une solitude presque insoutenable. Certains prisonniers y perdaient la raison. Mais le véritable geôlier d'Alcatraz n'était pas le béton ni les barreaux, c'était la baie de San Francisco elle-même. À seulement 2 km du rivage, la prison semblait proche de la ville. Les prisonniers pouvaient entendre, les soirs de fête, la musique et les rires venant des quais, comme un cruel rappel d'un monde qui leur échappait. Pourtant, cette proximité était un mirage. L'eau glacée, oscillant entre 10 et 12 degrés C, saisissait en quelques minutes les muscles, entraînant la tétanie puis l'hypothermie. Les courants violents pouvaient atteindre jusqu'à 6 nœuds, suffisant pour emporter un nageur expérimenté bien loin des côtes. À cela s'ajoutait le brouillard épais, qui réduisait la visibilité et désorientait même les marins aguerris. Avec de telles conditions, l'évasion semblait impossible. Et pourtant, 36 hommes osèrent défier le rocher entre 1934 et 1963. 14 tentatives au total, 23 évadés furent rattrapés, si abattus par les gardes, 2 confirmés noyés, mais 5 disparurent à jamais, sans qu'on retrouve leur corps. Ces derniers allaient écrire l'une des légendes les plus fascinantes de l'histoire carcérale, la Grande Évasion de 1962. Le cerveau du plan. Frank Morris n'était pas un prisonnier comme les autres. Né en 1926 à Washington D.C., il grandit sans famille stable. À 11 ans, il était déjà orphelin et ballotté de foyer en foyer. Très tôt, il comprit qu'il devrait compter uniquement sur son intelligence pour survivre. Ses professeurs, et plus tard les psychiatres de prison, notèrent son QI exceptionnel de 133, bien au-dessus de la moyenne. Mais cette intelligence n'était pas mise au service de la société. Elle alimentait ses vols, ses braquages et surtout ses talents d'évader. En Louisiane, il réussit même à s'échapper de la prison d'Angola, réputée elle aussi pour son intransigeance. En 1960, quand il arriva à Alcatraz, il portait déjà cette réputation d'homme rusé, méthodique et solitaire. Sur le rocher, il croisa les frères John et Clarence Anglin, 2 hommes originaires de Floride. Leur enfance s'était passée au bord de rivières glacées,
où ils avaient appris à nager dans des eaux aussi froides que celles de la baie de San Francisco. Contrairement à Maurice, les Anglins n'étaient pas des criminels sanguinaires. Ils commettaient des braquages de banques, mais sans violence armée. Leur fraternité, leur calme et leur endurance dans l'eau en faisaient des partenaires idéaux. Avec eux, Maurice forma ce qui ressemblait à une équipe soudée par un but commun. Prouver qu'aucune prison, même Alcatraz, n'était inviolable. Un quatrième homme, Allen West, les rejoignit. Lui aussi rêvait de liberté, mais il avait tendance à se montrer plus maladroit et moins méticuleux. Dès 1961, le plan prit forme. Les 4 détenus passaient pour des prisonniers disciplinés, respectant les règles, évitant les conflits. Mais dans l'ombre, une machinerie impressionnante se mettait en place. Ils commencèrent par attaquer le béton autour des grilles d'aération situées à l'arrière de leurs cellules. Les outils? De simples cuillères de cantine, qu'ils avaient durcies en chauffant le métal, et des lames de scie récupérées en cachette dans les ateliers de la prison. Ils allèrent même jusqu'à transformer le moteur d'un vieil aspirateur en perceuse artisanale. Chaque soir, quand la prison s'endormait, Maurice s'installait avec son accordéon. Il en jouait ostensiblement, couvrant le bruit métallique de la lime et du percement. Derrière les murs, les morceaux de béton étaient patiemment grattés, puis dissimulés derrière des cartons peints de la même couleur que les murs, afin de tromper les inspections des gardiens. Après des mois d'efforts, les trous devinrent assez grands pour qu'ils puissent passer. Ils débouchèrent dans un couloir technique poussiéreux, coincé entre les murs, que presque personne n'utilisait. Là, ils trouvèrent un passage vers un grenier, situé juste au-dessus du bloc cellulaire. Cet espace, invisible depuis l'extérieur, devint leur atelier secret. Chaque nuit, ils se retrouvaient là, comme des artisans clandestins, préparant la plus audacieuse évasion de l'histoire américaine. Leur inventivité fut sans limite. Avec plus de 50 imperméables volés à la blanchisserie, ils fabriquèrent un radeau d'environ 6 mètres de long et des gilets de sauvetage, soudant le caoutchouc grâce à de la chaleur et à un produit de fortune. Ils construisirent aussi des rames en bois, découpées à partir de planches volées. Et, pour pomper l'air nécessaire au gonflage du radeau, ils bricolèrent une pompe à air à partir de pièces de musique et de morceaux de métal récupérés. Mais le détail le plus ingénieux reste sans doute les têtes factices. Réalisées avec un mélange de savon, de poussière de béton, de papier mâché et recouvertes de vrais cheveux subtilisés au barbier de la prison, elles étaient peintes avec un soin surprenant. Posées sur les oreillers, elles trompaient l'œil des gardiens lors des rondes de nuit. De loin, elles semblaient respirer dans le noir. Chaque étape de ce plan témoignait d'une patience extrême et d'une discipline de fer. Pendant plus d'1 an, les 4 hommes jouèrent un double rôle, détenus modèles le jour, conspirateurs de l'impossible la nuit. Et à mesure que les mois passaient, un seul mot résonnait dans leur esprit, liberté. L'évasion venait d'être découverte. La nuit du 11 juin 1962 fut étouffante dans les cellules du bloc B. Les prisonniers s'étaient couchés à l'heure réglementaire, les gardiens effectuaient leur ronde, la routine semblait immuable. Mais derrière 3 portes closes, quelque chose d'inédit se tramait. Allen West, le 4e homme du groupe, lutta frénétiquement dans l'obscurité. Sa grille, fragilisée depuis des mois, venait de se bloquer. Un excès de ciment maison, utilisé pour la recoller et la camoufler, s'était durci comme de la pierre. Malgré ses efforts désespérés, ses coups, ses tentatives de forcer le passage, rien n'y fit. Il entendait au loin ses compagnons ramper dans le couloir technique. Cette nuit-là, il comprit qu'il ne ferait pas partie de la légende. De leur côté, Frank Morris et les frères Anglin franchirent leur grille avec la précision d'un mécanisme parfaitement huilé. Ils se glissèrent dans le passage étroit, rejoignirent le grenier par l'échelle métallique et poussèrent la grille qu'ils avaient soigneusement préparée. Une fois sur le toit, le vent froid de la baie leur fouetta le visage. Chaque geste était calculé, chaque mouvement risqué. Ils se laissèrent glisser le long de la gouttière, rampèrent sous les barbelés et rejoignirent enfin le rivage nord-est de l'île. Là, à l'abri des projecteurs, ils sortirent leur radeau de fortune, plié et dissimulé pendant des semaines. Le bruit discret du caoutchouc gonflé résonna dans la nuit, tandis que les prisonniers, les mains tremblantes mais déterminées, s'équipaient de leurs gilets. Vers 23h30, ils prirent la mer, portés par les vagues sombres et glacées. Leur destination restait incertaine, mais leur objectif était clair, disparaître. Au matin, la supercherie fut révélée. Lors de la ronde,
un gardien s'approcha du lit de Maurice. Dans la pénombre, il aperçut ce qu'il croyait être une tête endormie. Mais en la touchant du bout de sa matraque, le faux crâne roula au sol et se brisa. Une alarme assourdissante retentit dans toute la prison. Les fugitifs avaient pris la clé des champs. Les sirènes hurlèrent, les projecteurs balayèrent la baie, et les équipes d'intervention se déployèrent immédiatement. La plus vaste chasse à l'homme jamais organisée dans la baie de San Francisco commença. Le FBI, la garde côtière, la police locale et même l'armée participèrent. Hélicoptères, bateaux et plongeurs ratissèrent la zone. Pendant 10 jours, les recherches furent intensives. On trouva quelques débris, une rame en bois flottant près d'Angel Island, un portefeuille contenant les effets personnels des Anglins, des morceaux d'imperméable, un gilet de sauvetage partiellement abîmé. Mais aucun corps. Pour les autorités, la conclusion fut simple. Les 3 hommes s'étaient noyés, incapables de résister au froid et au courant. Le FBI classa officiellement l'affaire en 1979, déclarant que les fugitifs n'avaient pas survécu. Mais dès le départ, des doutes planèrent. Pourquoi aucun corps n'avait-il été retrouvé, alors que la baie rejette souvent ses noyés? Pourquoi les frères Anglin avaient-ils laissé derrière eux leurs affaires les plus personnelles, mais pas un seul indice concret sur leur destin? Et surtout, pourquoi leur famille continuait-elle à recevoir des signes étranges? Chaque fête des mères, un bouquet mystérieux arrivait sur le pas de la porte de Madame Anglin. La famille affirma également avoir reçu des cartes postales et des appels anonymes depuis des lieux lointains. Aux funérailles de leur mère, en 1973, 2 femmes voilées se présentèrent, restèrent quelques minutes à pleurer près du cercueil, puis disparurent aussitôt. Plus tard, aux obsèques de leur père, 2 hommes barbus, aux traits familiers, furent aperçus dans l'assemblée. Les rumeurs de survie devinrent plus insistantes au fil des années. En 2015, une photo apparut, 2 hommes barbus posant dans une ferme au Brésil. Les enquêteurs privés affirmèrent que c'étaient bien John et Clarence Anglin, vieillis mais vivants. Des logiciels modernes d'analyse faciale confirmèrent une forte ressemblance. 2 ans plus tôt, en 2013, une lettre mystérieuse parvint à la police de San Francisco. Signée John Anglin, elle disait « Nous avons survécu cette nuit-là. Maurice est mort en 2008. Mon frère Clarence est mort en 2011. Moi, John, j'ai 83 ans. J'ai un cancer. Je veux un marché. Si vous annoncez à la télévision que je ne serai pas arrêté, j'accepterai de revenir et de purger le reste de ma peine. » Les tests d'écriture et d'ADN menés sur cette lettre restèrent inconcluants. Ni totalement vrais, ni totalement faux. Enfin, la science elle-même vint bousculer la version officielle. En 1962, un autre détenu avait déjà réussi à s'évader en nageant jusqu'à la côte, prouvant que la traversée n'était pas impossible. Et en 2014, une étude de l'université de Delft, aux Pays-Bas, reproduisit les courants de la baie au moment précis de l'évasion. Résultat, si les fugitifs avaient pris la mer entre 23h30 et minuit, ils auraient été portés directement vers le Golden Gate, exactement dans la zone où des débris de leur radeau furent retrouvés. Officiellement, l'évasion fut un échec. Mais les indices, les rumeurs et les preuves technologiques laissent ouverte une autre hypothèse. Les fugitifs auraient refait leur vie au Brésil. Plus d'un demi-siècle après, Alcatraz garde ses secrets. Alors, noyade ou nouvelle vie au soleil? Qu'en pensez-vous? Partagez vos théories dans les commentaires. Et si cette plongée dans le mystère vous a passionné, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous pour d'autres histoires.